Bonsoir. Merci beaucoup pour ces quatre exposés, oui, qui nous ont permis de comprendre ce que les théories du care donnent dans leur mise en pratique, apportent à la pratique en établissement. C'était très intéressant de comparer à la fois la situation du Brésil avec une prise en charge qui repose beaucoup encore sur la famille, un accompagnement par des professionnels quand la famille ne peut pas le faire, un mix donc entre les aidants et les professionnels. Au Japon, un accompagnement en établissement qui se structure, qui renforce son attention à l'individualisation de l'accompagnement, avec une approche intéressante en termes d'équité aussi, d'équité dans la façon dont les personnes sont accompagnées dans les différents établissements. Un point de vue français dans un établissement où on voit qu'il y a une certaine réflexion sur les pratiques, un regard assez critique sur les normes. Tous ces exposés me donnent un point de départ très intéressant pour vous donner mes remarques, les remarques qu'elles suscitent chez moi. Je parlerai donc de mon point de vue d'institutionnel. Je suis en effet salariée de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Pour les traducteurs, en anglais, on dit National Solidarity Fund for Autonomy. Nous sommes un établissement public administratif qui est donc sous la tutelle des ministères, une sorte d'agence gouvernementale. Nous sommes en charge de l'application des politiques publiques dans le domaine de l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et nous sommes un établissement encore assez jeune, puisque la CNSA a été créée par la loi du 30 juin 2004, la fameuse loi qui a instauré en France une contribution spécifique sur la masse salariale des entreprises pour apporter de nouveaux financements au secteur de l'autonomie. Donc la fameuse journée de solidarité, puisque nous avons à cette occasion supprimé un jour férié. Bon, ça s'est un peu assoupli par la suite. Donc cette caisse finance en partie avec les recettes issues de cette journée de solidarité, mais aussi avec des recettes de l'assurance maladie, puisque nous avons un système, comme il a été évoqué ce matin, d'assurance maladie universelle. Ces crédits viennent en partie nous alimenter et nous finançons à notre tour les établissements, comme celui de Madame Boisis par exemple, qui accueillent des personnes âgées, les établissements qui accueillent des personnes handicapées, ainsi que les services de soins à domicile qui interviennent donc, pour des actes infirmiers notamment. Nous avons également, dans notre rôle de caisse, un autre canal de financement, puisque nous compensons en partie les dépenses des départements, des autorités locales, en charge des prestations individuelles aux personnes âgées et aux personnes handicapées. On se rend compte, quand on présente le système français, de son immense complexité et de son extrême fragmentation. Quand on essaye de l'expliquer à des camarades étrangers, c'est vraiment très très frappant. Donc nous sommes un établissement public qui a un budget de 21 milliards d'euros, 100 personnes à la CNSA, donc un petit établissement. Et c'est de ce rôle d'institutionnel que je vous parle, avec donc un établissement qui a un rôle de caisse, d'agence, de financement de la recherche. Et juste pour terminer, je voudrais vous dire un autre élément sur la CNSA qui sera pertinent dans la suite de mon propos. Une originalité de la caisse, c'est sa gouvernance. Nous avons non pas un conseil d'administration classique, mais le conseil de la CNSA. Le conseil de la CNSA dont la composition est assez originale puisqu'il réunit non seulement l'État et les partenaires sociaux, comme d'autres caisses de sécurité sociale, mais aussi des associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, donc des représentants des usagers. Nous avons aussi des fédérations et des syndicats et des associations représentatives des gestionnaires d'établissements, donc gestionnaires publics, associatifs, privés commerciaux. Ils siègent également à notre conseil. Des représentants des conseils généraux, donc les autorités locales dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que, évidemment, les partenaires sociaux qui ont leur place malgré tout dans ce conseil. C'est donc une instance assez originale qui est un peu une sorte de parlement du secteur médico-social et qui est assez importante dans le positionnement de la CNSA
dans le secteur. Voilà, on est une caisse donc avec 100 personnes, comme je vous le disais. On n'a pas je dirais de réseaux locaux sur lesquels nous avons une autorité. Nous devons au contraire travailler sur un mode partenarial avec les agences régionales de santé et les départements. Cette présentation faite, je voudrais commencer par dire à quel point ce colloque, ces échanges me nourrissent et m'intéressent, d'autant plus que je dois dire que le concept de care et les théories du care sont vraiment absents du quotidien d'un établissement public qui vit dans la technique, oui c'est ça, dans la cuisine du secteur et de son financement. Ces concepts et ces théories et ces éclairages sont éminemment utiles, mais en tout cas de mon point de vue, ce que je perçois, c'est qu'ils n'ont pas vraiment pénétré le cadre d'action d'un établissement comme la CNSA ou comme ces administrations de tutelle. C'est sans doute une illustration de l'étanchéité qu'il peut y avoir parfois entre les domaines de la recherche et le domaine de l'administration. Peut-être que le background féministe de ces théories rend aussi peut-être un peu difficile leur assimilation, leur appropriation par des cercles administratifs. En tout cas, on ne conceptualise pas notre action à l'aide des théories du care, même si je suis persuadée qu'elles peuvent nous apporter beaucoup, et je m'intéresse personnellement à ces théories et à ces éclairages. Donc d'où l'intérêt de pouvoir croiser aujourd'hui vos expériences et mon regard institutionnel. J'ai été particulièrement interpellée par quelques aspects de vos interventions, et notamment les aspects qui lient le care et les modalités de régulation du secteur médico-social. Ce que je mets derrière la régulation, là, ce serait la problématique des normes et la problématique des financements. Ce sont deux aspects que vous avez abordés. Plusieurs de vos interventions ont porté un regard critique sur les normes de fonctionnement. Vous avez très bien illustré en quoi elles peuvent mener à des situations absurdes où on fait manger des omelettes faites avec du liquide en bidon et où on fait des crèmes caramel avec des œufs en poudre. C'est forcément des exemples qui frappent et où on voit qu'une norme peut être facteur de moindre qualité de vie. Vous avez aussi, Alain, tu as aussi apporté un regard assez critique sur les normes, les solutions normatives, les recommandations expertes, les protocoles, et bien éloignés de la réalité de travail de care. En même temps, Monsieur Takahashi, vous avez aussi parlé des normes de manière un peu plus positive en soulignant que normer et protocoliser le travail en établissement était peut-être un levier pour une certaine équité de traitement entre les différents établissements, pour que ne se creusent pas des écarts entre des établissements avec des équipes formidables et des pratiques intéressantes et positives pour les personnes, et d'autres établissements où au contraire persisteraient des pratiques moins attentives aux besoins des personnes. Face à ces différentes interventions qui sont globalement qui vont dans le sens de dénoncer un excès de normes, en tout cas de la part des deux intervenants français, en tant que pouvoir public, évidemment, on est interrogé. Si l'excès de normes est vécu comme un manque de confiance dans la capacité des équipes à inventer des pratiques, de bonnes pratiques, j'ose même plus dire bonnes pratiques, je crois que j'ai pas le droit de le dire. Est-ce que, au contraire, est-ce que les normes ou les exigences de qualité et de sécurité n'ont-elles pas été peut-être un temps, peut-être dans le passé, un moteur d'amélioration de l'accompagnement, de la qualité de l'accompagnement, un moteur de la montée en compétence des équipes et des cadres? Peut-être que ces points de vue peuvent être conciliés, mais effectivement, qui a dit que ces normes suffisaient? Je pense qu'on est bien d'accord. Pour autant, faut-il s'en affranchir? Voilà, je vais surtout poser des questions, hein, je n'ai pas de réponse toute faite. Ne faut-il pas plutôt chercher à améliorer ces normes, à les enrichir par les concepts du care, par les enseignements
de l'observation du travail de care. Comment est-ce qu'on pourrait y parvenir, enrichir les notions de qualité, les notions de bientraitance par une approche du care. Qu'est-ce que cette approche peut nous apprendre pour améliorer et enrichir ces notions. J'ai été interpellée aussi par les affirmations selon lesquelles on ne pouvait pas normer le care, on ne pouvait pas le modéliser. Est-ce que vraiment on ne peut pas le modéliser? Est-ce que vraiment on ne peut pas le décrire? Est-ce qu'il est si complexe et si insécable qu'on ne peut pas le modéliser ou le décrire? Est-ce que vraiment on ne peut pas former au care? Est-ce vraiment quelque chose que l'on ne peut pas acquérir par une formation? Tout ça m'interroge et je vous renvoie ces questions peut-être pour qu'on puisse approfondir dans le cadre des échanges. En tout cas, sachez que cette question des normes nous est posée à nous, CNSA, par les membres de notre conseil. Je vous ai parlé de la composition de notre conseil. Nous avons ces acteurs gestionnaires, associations de personnes handicapées, de personnes âgées. Ils ont formé une commission, donc une sorte de sous-groupe dans notre conseil, sur la question normes et moyens. Sous-entendu, vous nous imposez des normes, en face, on voudrait les moyens qui nous permettent de les appliquer. Cette commission, elle existe depuis 2008, et en fait, elle a beaucoup de mal à produire des résultats. Parce qu'évidemment, essayer de chiffrer le coût d'une norme, enfin évidemment non, c'est pas évident, mais il se trouve qu'on a essayé, la commission a essayé de chiffrer le coût d'une norme et s'est rendu compte de la grande difficulté à le faire. Mais c'est une question qui est présente à notre esprit et j'ai trouvé intéressant que vous l'abordiez avec une approche du travail de care. Sur la question du care et des modalités de financement. Nous sommes une caisse, comme je vous l'ai dit, donc nous avons un budget, des ressources que nous allouons au secteur qui prend en charge les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous le faisons avec une exigence que le législateur nous a imposée dans la loi qui a créé la CNSA, une exigence d'équité. On ne peut pas allouer ces ressources de manière aveugle ou avec des critères idiots. Bêtement automatique. On a 26 régions, on divise par 26 l'enveloppe et puis on donne le même montant à chaque région. Ça paraîtrait un peu absurde. Donc, se pose évidemment la question de ces critères d'allocation de ressources dans une recherche d'équité. Elle se pose au niveau global, au niveau national où nous nous situons. Elle se pose également au niveau plus local dans l'attribution de prestations individuelles. L'allocation personnalisée d'autonomie, donc destinée aux personnes âgées qui perdent leur autonomie, elle est allouée par les départements au niveau local. Elle est personnalisée. Ça, c'est une tendance croissante de ce type de prestation. Elle est personnalisée, un peu comme vous disiez au Brésil, le care plan en fonction des besoins de la personne. Là, un peu de la même façon, on élabore un plan d'aide et on attribue à la personne une prestation qui est personnalisée. On évalue son degré de dépendance en fonction d'une grille. La grille Agir, et il y a bien évidemment d'autres grilles qui existent. Au Québec, il y a une grille qui s'appelle le SMAF, le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. On a donc besoin d'outils pour mesurer la dépendance, pour classer, pas pour le plaisir de classer, mais pour rechercher des accroches permettant d'introduire une certaine une recherche d'objectivation dans l'allocation des ressources pour ne pas le faire de manière aveugle. Quelle proposition alternative si on ne peut pas mesurer, si on ne doit pas chercher à objectiver, comment fait-on pour ne pas allouer des ressources de manière aveugle quand ces ressources, on ne peut pas le nier, sont limitées et pas infinies. Sachant que voilà, cette exigence d'équité est particulièrement importante. Je voudrais apporter un petit témoignage aussi sur cette question du financement. De mon point de vue, donc je disais de CNSA, nous sommes considérés comme, en tout cas le ministère des Affaires sociales est considéré comme un ministère dépensier. C'est un ministère qui dépense de l'argent public. Il a en face de lui le ministère des Comptes
qui joue son rôle de budgétaire, et on ne le voit pas forcément quand on est à l'extérieur en tant que citoyen, mais on le voit quand on est dans la sphère des pouvoirs publics. Il y a un rapport de force actuellement qui est plutôt favorable au budgétaire. C'est particulièrement le cas depuis que les ressources publiques sont contraintes. Dans ce contexte, l'exigence d'évaluation médico-économique se fait de plus en plus pressante. Et un ministère dépensier, comme celui qui a autorité sur la CNSA, est de plus en plus interpellé sur sa capacité à prouver l'efficacité et l'efficience des dispositifs qu'il défend. Donc, évidemment, nous nous posons la question à la CNSA de la façon d'accompagner les acteurs de terrain, les porteurs de projets, dans leur montée en compétence sur ce terrain-là, de l'évaluation, de l'objectivation, de ce qu'apportent leurs prestations. C'est le rapport de force actuel l'exige de plus en plus. Et enfin, finalement, la capacité à mesurer, à rendre compte, je voudrais la relier à notre attente en tant que citoyen. On attend de la transparence, on attend de la reddition de comptes, accountability. On attend légitimement de savoir où passe l'argent public. C'est sans doute encore un autre facteur de pression à l'évaluation, de pression à la mesure. En tant que citoyen, on le réclame, on est content de lire les rapports de la Cour des comptes qui soulèvent un peu le tapis et qui nous montrent ce que peut-être les pouvoirs publics ne voudraient pas toujours qu'on voit. En tant que citoyen, on le réclame. En tant qu'acteur dépensier d'argent public, quand on est un établissement, on est bien embêté de devoir rendre autant de comptes, de devoir objectiver, de devoir mesurer tout ça. Sachez, encore un autre petit témoignage, qu'à la CNSA, on a aussi beaucoup de missions d'inspection. Vous savez, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, qui sont régulièrement chez nous pour observer la façon dont nous mettons en œuvre nos missions, dont nous dépensons l'argent qui est alloué à la CNSA. Finalement, c'est bien normal, mais c'est vrai qu'au quotidien, on passe parfois plus de temps à répondre à ces questionnaires qu'à faire notre travail. C'est un discours qu'on entend au niveau local dans les établissements. Figurez-vous qu'au niveau national, on n'en est pas très loin. Je terminerai par un petit rebondissement sur je voudrais rebondir sur l'image que vous avez prise, Madame Boisys. Vous disiez le conseil d'administration de l'EHPAD, de l'établissement, prend soin de l'établissement. Le directeur cherche à prendre soin de son équipe pour qu'il prenne bien soin des résidents. Une institution comme la CNSA ou une direction d'administration centrale peut être tenté de se plonger dans la technique, un peu comme un chirurgien qui opère un ventre sans vouloir voir le reste du corps pour oublier que c'est une personne. On peut être tenté de se plonger ou de se noyer dans la technique qui est associée au financement du secteur. Mais grâce à des échanges comme ceux d'aujourd'hui, grâce aussi au rôle de notre conseil, dont je vous parlais tout à l'heure, il est là régulièrement pour nous rappeler le sens de notre travail, même au niveau d'un établissement national. Si la tentation est grande de se plonger dans la technique, c'est important régulièrement de se souvenir qu'effectivement la finalité du travail d'un établissement public, même très loin du terrain, c'est bien le souci des autres. Merci. Merci beaucoup de ce point de vue et qui renvoie aussi à un rappel un petit peu institutionnel et à finalement ce que je crois un petit peu tous les établissements, même si ce n'est pas forcément très présent, vivent, c'est-à-dire cet esprit gestionnaire qui amène évidemment à se poser quand même des questions sur jusqu'à quel point cet esprit gestionnaire va à l'encontre de la manière dont le CARE est administré dans toutes ses dimensions dans les établissements. Je passe maintenant la parole à Gita Green-Deber, anthropologue, qui va discuter pendant 15 minutes. Oui, tu me dis quand... Bom, bonsoir, boa tarde para todo mundo. Eu, assim como a Liz Burgard, foi uma grande satisfação ler os textos,
porque eles tratam todos de uma maneira muito sensível da questão do cuidado. Num passado muito recente, o problema que ameaçava fazer explodir o sistema era a questão dos custos da aposentadoria. Mas hoje, a grande ameaça parece ser a dependência. É como se os jovens aposentados, dispostos a desfrutar com dinheiro e saúde das vantagens da terceira idade, tivessem agora que criar novos instrumentos capazes de dar conta da dependência. As apresentações feitas, e por isso elas são muito importantes, porque na discussão do CARE, elas foram feitas por promotores de experiências muito inovadoras. Então, eu acho que todas elas, de maneiras distintas, estimulam a nossa imaginação e o interesse em renovar as práticas do cuidado. Takahashi, num dos textos mais sensíveis que eu já ouvi, mostra como a organização do trabalho dos cuidadores nas ILPI, nos EPAD, pode levar ao desrespeito da condição humana dos residentes, em detalhes como o modo de se vestir, a higienização do corpo, na forma como a alimentação é distribuída. Esses são problemas que poderiam ser minimizados quando se tornam visíveis e passam a ser vocalizados por pessoas empenhadas no bem-estar dos mais velhos. Takahashi mostrou as dificuldades envolvidas nas ILPI quando a atenção é exclusivamente com a organização do funcionamento do trabalho dos funcionários. Eu só tenho a louvar a sua sensibilidade e torcer para que as inovações por ele propostas sejam divulgadas e bem compreendidas. Sérgio Pascoal também apresentou uma nova experiência de tratamento dos idosos dependentes, criados pela Prefeitura de São Paulo, de modo a abordar com mais responsabilidade e profissionalização os idosos dependentes. Samag nos convida a ver o que as teorias do CARE têm a dizer para os cuidadores, propondo um diálogo mais ativo entre a teoria e os praticantes do CARE. Boazes, em um texto muito provocativo, faz o caminho inverso, apontando para a importância de ouvir os cuidadores e desafiar os protocolos estabelecidos. Eu gostaria de realçar 3 pontos interligados que são a razão do meu entusiasmo com as apresentações e vou falar eles tendo muito em vista o contexto brasileiro. Em primeiro lugar, o que para mim eu gostaria de realçar, é que tratar da dependência é se colocar no que eu chamaria da contramão do otimismo que marca a discussão sobre a terceira idade. A visão da velhice que funda a gerontologia é a do avanço da idade como um processo contínuo de perdas físicas, de abandono, de desprezo e de ausência de papéis sociais. Essa visão é um elemento fundamental para a legitimação dos direitos sociais que levaram à universalização da aposentadoria. No entanto, a tendência contemporânea é a inversão dessa representação e o realce dos ganhos que a velhice traz. Desse ponto de vista, que é próprio da terceira idade, os estágios mais avançados da vida passam a ser tratados como momentos privilegiados para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer e da satisfação pessoal, da realização de projetos abandonados em outras etapas da vida. Essas novas imagens que acompanham a construção da terceira idade, abrem espaços para que experiências de envelhecimento bem-sucedidas possam ser vividos pelos jovens idosos, idosos com alto grau de autonomia funcional.
Entretanto, o sucesso surpreendente das iniciativas voltadas para a terceira idade, como as universidades, os grupos de convivência, o turismo para a terceira idade, é proporcional à precariedade dos mecanismos disponíveis para lidar com os problemas da velhice avançada. A dissolução dos problemas da velhice avançada nas representações gratificantes da terceira idade produz um processo que eu tenho chamado de reprivatização da velhice e que envolve a sua transformação numa responsabilidade individual, um problema de consumidores falhos que não souberam se envolver em atividades motivadoras e adotar formas de consumo e estilos de vida capazes de retardar o envelhecimento. O entusiasmo com essas imagens da terceira idade levantou no Brasil uma verdadeira cortina de fumaça para as situações de dependência e perda de autonomia funcional que caracterizam as etapas mais avançadas do envelhecimento, que o Sérgio Pascoal, de uma certa forma, está chamando a atenção da importância com o programa desenvolvido. Mas são essas situações em que as políticas públicas adequadas são as mais custosas em termos financeiros e da necessidade de pessoas especializadas. O segundo ponto que merece ser realçado nos trabalhos aqui apresentados é que o care tem uma autonomia em relação à família. O care e o cuidador não são coisas que se tornam necessárias quando a família não funciona ou quando se acredita que ela abriu mão do que é tido como sua obrigação. A visão de que a família deve arcar com a velhice está muito presente nos países em que as políticas públicas são diminutas. E esse é um pressuposto que impede a criação de agências e instituições capazes de promover um envelhecimento com dignidade. Os gerontólogos fazem o possível para nos convencer de que os velhos, em todos os tempos, em todas as situações, querem ser cuidados pelos filhos. Acho que é uma hipocrisia, porque entrevistei muitos gerontólogos que, apesar de defenderem a ideia de que o bom é o cuidado da família, diziam que jamais gostariam de que seus filhos abrissem mão de seus afazeres para cuidar deles na velhice. Essa é uma convicção, não só dos gerontólogos, mas que eu considero que é típica da minha geração. Nos países com políticas públicas mais efetivas, já se leva em conta o conjunto das transformações na família. Mas, nesse caso, a tendência é considerar que o desejo dos mais velhos é continuar morando no lugar em que sempre moraram. É, no entanto, preciso reconhecer que não são muitas as alternativas de moradia apresentado para a escolha dos mais velhos e mesmo dos mais jovens. É também importante considerar a dinâmica da vida urbana e das mudanças por que passam os bairros, sobretudo os bairros mais antigos. Há processos de degradação ou de gentrificação, em que as melhorias realizadas acabam por expulsar os moradores mais antigos. Em suma, afirmar o desejo universal dos velhos de ser cuidado pelos filhos ou continuar morando onde sempre moraram é uma forma de barrar a criação de formas de residência que congreguem idosos mais ou menos dependentes e, ao mesmo tempo, desconhecer a heterogeneidade das experiências de envelhecimento. Em terceiro lugar, ouvimos nessa sessão promotores de experiências inovadoras no cuidado com os velhos que se empenham em renovar as práticas de cuidado.
Não posso deixar de dizer que é fascinante ver médicos e outros profissionais tratando do care e investindo nesse trabalho que é tão difícil de explicar, porque ele não tem um objetivo terapêutico, nem um objetivo de readaptação, e é também surpreendente a semelhança das questões colocadas em 3 contextos nacionais tão diferentes: o Japão, a França e o Brasil. O que eu quero propor para o debate é como transformar formas de residência de pessoas mais velhas em algo que pode fazer parte do curso da vida, como algo que permite o estabelecimento de uma vida social ativa e gratificante a partir de uma certa idade. Como fazer com que a escolha disso que com muita sensibilidade se chamou de contour, pour les personnes âgées, seja parte da nossa experiência ao longo do curso da vida, como é a escolha da profissão, do casamento, da maternidade. Uma série de estudos, particularmente estudos etnográficos no contexto americano, tendem a dissolver a ideia de que o bem-estar na velhice estaria ligado à intensidade das relações familiares ou ao convívio intergeracional na comunidade, voltados para formas de residência dos idosos, como são conjuntos residenciais, condomínios fechados ou mesmo hotéis. Esses estudos mostram que essas formas de moradia permitem a ampliação de rede de relações e o aumento das atividades desenvolvidas. Os motivos que conduzem à criação dessas comunidades de idosos são os mesmos que levam à formação de comunidades de outros grupos de idade. O desejo por homogeneidade, a interdependência em face à ameaça exterior, a rejeição de valores que acabam por colocar certos setores nos degraus mais baixos da hierarquia social. A família não é adequada enquanto mundo social total para os idosos, nem para qualquer um depois da infância. As novas formas de sociabilidade na velhice não deveriam, assim, ser pensadas como substitutas das relações familiares, mas como esferas distintas de relação. Propor a segregação dos idosos tem, sim, algo de positivo, mas não é uma tarefa fácil de se fazer, porque as imagens das instituições de longa permanência de idosos é ainda muito negativa. Minha geração, como um todo, ela foi muito ativa na crítica à institucionalização, e a mídia, como sabemos, está mais aberta para mostrar a destituição humana do que formas bem-sucedidas de tratar a velhice. O que eu acho é que propor que residências que congregam idosos sejam pensadas muito antes da velhice avançada, como algo que faz parte do curso da vida, é propor uma verdadeira revolução cultural. No entanto, é preciso reconhecer que mudanças culturais estão sendo operadas numa velocidade impressionante e que as novas gerações vão viver a velhice de modos distintos das gerações anteriores. Então, para concluir, eu queria lembrar do conjunto de significados que as creches, até muito recentemente, tinham para nós. Elas eram vistas como uma espécie de depósito de crianças a serviço das famílias e das mães que, por razões mais ou menos justificáveis, não podiam se ocupar devidamente do cuidado de seus filhos pequenos. Em pouco mais de uma década, essa visão foi inteiramente desfeita. Hoje, é praticamente consensual a consideração de que impedir uma criança, a partir dos 2 anos de idade, de estar numa creche, significa privá-la do desenvolvimento de uma sociabilidade adequada.
Na creche, e hoje nem se chama no Brasil, a gente não fala mais em creche, a gente fala em maternal, vários investimentos foram feitos no estudo da educação da criança, que transformaram a pré-escola numa experiência imprescindível para o bem-estar de qualquer indivíduo. Apostar que o bem-estar na velhice está na família ou habitar sempre a mesma casa ou o mesmo bairro é esquecer a velocidade com que mudam as configurações urbanas. É, sobretudo, adiar inconsequentemente a reflexão e as propostas de práticas inovadoras para uma experiência de envelhecimento bem-sucedida, como as que acabamos de ouvir aqui. Ver as EPADs ou as ILPIs como experiências que serão por todos nós vividas e como escolhas próprias da vida adulta, é criar as condições necessárias para o seu aprimoramento e também para contemplar a heterogeneidade das experiências de envelhecimento. Muito obrigada. Merci beaucoup Gita Grindebert et Lise Burgade pour cette introduction à la discussion qu'on va maintenant élargir. Je crois qu'il y a des micro-baladeurs qui se baladent et donc il y a déjà plusieurs personnes. Pardon. Voilà. Oui, bonjour, Jean-Louis Corbeau, je suis le directeur de l'action sociale, disons d'une partie de l'action sociale du groupe Humanis, et j'aurais une question à poser à Monsieur Takahashi. J'ai trouvé sa présentation très intéressante sur l'expérience japonaise des groupes Home, mais moi qui quelque part reste très binaire, c'est-à-dire que les chiffres sont un élément important malheureusement de notre fonctionnement. Je voudrais, mais juste très rapidement, qu'il puisse me dire, est-ce que ces groupes Home sont financés par des groupes totalement indépendants? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a une partie de l'État, une partie de des provinces, des budgets des provinces? Et surtout, quelle est la part, au final, que le ressortissant a financé sur une partie forte de ses ressources? Voilà, Monsieur Takahashi. Je propose qu'on prenne plusieurs questions en même temps. Et puis ensuite, chacun va répondre. Ça va peut-être être un peu plus simple. Alors, il y a le monsieur en blanc, il y en a une là. Patricia. Oui, ça marche? Oui. J'ai trouvé très intéressante cette table ronde avec la juxtaposition, confrontation de points de vue si différents. Et c'est bien cette juxtaposition qui est l'intérêt de la discussion qu'on a maintenant. Alors, pour dire les choses plus directement, je trouve que c'est très intéressant d'avoir à la fois le point de vue de personnes qui réfléchissent à la mise en place de nouvelles politiques à un niveau d'établissement ou à un niveau local, comme c'était le cas de la municipalité de Sao Paulo, si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises, et de l'autre côté, d'avoir en regard des préoccupations exprimées par des points de vue de représentants d'institutions, voilà, dont, voilà, qui, en France en tout cas, parce qu'il me semble que cela nous permet de mieux voir les divergences ou les points de friction, de difficulté entre des responsables d'institutions ou des responsables à des niveaux local, donc différence de perspective entre ceux qui tentent pour simplifier les choses, pour aller vite et pas capter la parole pendant 3 heures. Je l'aurai une demi-heure demain, donc je vais essayer de faire court là. Donc des personnes qui représentent des groupes de professionnels ou des niveaux locaux qui tentent de mettre le care au cœur de leurs préoccupations, c'est-à-dire d'en faire une priorité dans la hiérarchie des valeurs qui vont guider leur action, versus des personnes qui sont représentantes de groupes ou d'institutions, comme c'est le cas de la CNSA, et pour nous c'est très important, enfin
de comprendre comment ça réfléchit et comment ça fonctionne, et qui, en fait, veulent bien réfléchir aux apports du CARE à la condition que le CARE puisse être repris et contraint par un cadre de pensée, de gestion et d'action et d'administration dont je ne suis pas sûre qu'ils permettent le plein développement de la visée éthique et politique du CARE. Voilà, pour dire simplement, même l'intervention précédente sur le coût, le financement, c'est est-ce qu'on peut faire rentrer ce machin qui déborde de toutes parts et de toute façon qui nous amène à penser de façon tordue et surtout divergente, discordante, est-ce qu'on peut le faire rentrer dans des cadres, Marc Bessin a repris Esprit gestionnaire, le livre d'Albert Ogien, moi je dirais à la suite de John Tronto, est-ce qu'on peut penser à un CARE néolibéral? Est-ce qu'on peut faire un CARE néolibéral ou de quel CARE s'agit-il? On peut le faire, c'est ce qui se fait. Mais à quoi ressemble-t-il par rapport à d'autres façons de le concevoir et de le mettre en application qui me semblent en partie visibles dans certaines des expériences qu'on a entendues aujourd'hui. Voilà, c'est une question à Alice Burgade. Bonjour et merci à tous pour votre présence et à toutes. Il y a des éléments de réponse qui existent déjà très concrets puisqu'il existe plusieurs rapports techniques de l'OCDE sur cette question, où trouver le financement et la main-d'œuvre pour assurer les soins de longue durée, enfin la prise en charge à longue durée des personnes âgées dépendantes. Et ça fait le pont, il me semble, entre les questions qui se posent cet après-midi et celles qui ont été évoquées ce matin, puisque le constat est très rapidement le suivant, je caricature à peine. C'est-à-dire, vu que les tâches dont il est question sont des tâches sans qualification, on peut les faire assurer pour un moindre coût par des gens qui ne coûteront pas très cher, comme des détenus, des chômeurs en fin de droit ou de jeunes seniors en retraite, mais encore dynamiques. C'est des solutions qui sont préconisées dans des rapports techniques pour garantir la possibilité d'une main-d'œuvre à moindre coût pour des tâches qui ne demandent pas un très grand niveau de qualification et pour lesquelles on propose un certain nombre de grilles qui visent à assurer quand même la qualité. Et de mémoire, une des notes, c'est sur l'alimentation. Voilà, nourrir une personne qui n'arrive plus à s'alimenter toute seule, c'est finalement pas très compliqué, hein. Il suffit de mettre de la nourriture dans une bouche. Alors, il faut un certain nombre de normes qu'on a déjà évoquées en termes d'hygiène et de qualité nutritionnelle. Et puis après, il suffit de compter, par exemple, les fausses routes. Et s'il n'y a pas de fausses routes, c'est que c'est de bonne qualité. Et ce genre de vision, ça répond à votre question. Est-ce qu'il existe une vision néolibérale du CARE? Il me semble que ça, ce sont des éléments qui viennent répondre à cette question. C'est une espèce de monde un peu fou, à l'aune de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui se construit aussi. Ces techniciens qui ont rédigé ce rapport ne sont pas là pour le défendre, mais parler d'amour, parler d'attention, parler de tout ce flou, toute cette difficulté qu'on a à définir clairement ce dont il est question dans le CARE, ce sont des choses voilà, qu'on aura du mal à défendre aussi. Hi, I'm Chizuko Ueno, a sociologist who is going to give a talk tomorrow morning. Thank you for all the presentations, which are all very moving, especially Claudette and Takahashi-san's. And I have two questions. One, well, you both proved that the individual can change the management, but as far as you stay at the position of the manager, that your institution will work very well. But once you quit the job, and or once the director changes, what would happen? Is there any guarantee that your way of care will continue at your own institution? And the second question is that, Claudette, you said that you put the idea of the care as a family-like care. And I know and many of the Japanese nursing homes
the managers also set the goal to provide the family-like care. But whenever I hear the word family-like, I feel very embarrassed because, you know, that is it always true that the family-like care or the family care is the best? And why don't you say that you provide the care which family cannot substitute? So these are the two questions. Merci. Bonjour, je suis formatrice en IFSI, donc en Institut de soins infirmiers. Et toutes les discussions depuis ce matin m'intéressent particulièrement. Je voulais juste revenir uniquement pour le jeu des mots à l'intervention de Mme Burgan pour faire remarquer deux petites choses. Vous avez commencé par dire pardon, comment ne pas allouer les ressources de manière aveugle. Puis vous avez continué en disant les critères d'efficience, c'est une capacité à rendre compte de façon transparente. Or, depuis ce matin, il me semble que justement nous disons que le care est quelque chose d'invisible. Donc comment rendre transparent quelque chose d'invisible? Comment attribuer de manière aveugle à quelque chose d'invisible? C'est la première question. Et cette question, on l'a vraiment en institut, puisque justement on navigue dans ces deux logiques complètement dichotomiques, si je puis dire, entre une exigence économique qui est réelle et dont je pense qu'il faut prendre conscience, on ne peut pas les séparer, il faut vraiment les réunir et les réconcilier. Et puis également une exigence de transmission de valeurs, qui sont des valeurs certes très féminines au départ, qui ont été déniées dans le fameux slogan « ni bonne, ni nonne, ni conne », hein, ça je vous le passe il y a quelques années. Je pense que nos étudiants sont très très demandeurs de ces valeurs humaines, de ces valeurs de care, et je pense qu'on se doit justement de les défendre, seulement, quelque part, on les oblige à transgresser en permanence. Donc faut-il former des étudiants à être dans la transgression permanente? C'est une question que je me pose. Et puis enfin, toujours dans les jeux de mots, vous avez dit également, les normes et les protocoles sont des garde-fous. Alors garder, oui, je veux bien, mais j'ai envie aussi de garder ce brin de folie, qui est justement la source de la créativité des soignants. Voilà. Merci. On peut peut-être commencer à répondre et puis ensuite reprendre la discussion. On a un peu de temps. Hein. Peut-être monsieur...まず、最初の方のご質問なんですけど、グループホームとか特養ですとか、公的機関のその資金がどれだけ出ているかっていう話なんですが、日本の場合はですね、とりあえず、社会福祉法人ですとか法人格を組んでいるものについてはですね、介護保険っていうのがさっきご説明あったと思うんですが、介護保険制度っていうのがございまして、日本の場合は、皆皆保険なので、介護保険制度から国として、9割が負担されます。で、個人の自己負担は、総額の1割が支払いの対象になります。で、具体的に申し上げますと、グループホームですと、うちの場合はですね、大体、個人の負担額として、12万ほどですので、ユーロに直すと923ユーロぐらいだと思います。で、特養の場合ですと、個人負担が、4段階に分かれるんですが、ちょっと具体的なことで省いておいて、大体、6万から、最高高い方でもやっぱ12万ぐらいで個室の方も入れるという形になっております。でよろしいですかね。はい、であとは何でしたっけ、ご質問で、トップが変わったら当然そのいい支援ができないんじゃないかというご質問なんですが、私は今54歳で、あと6年すると定年を迎えます。
それなので、もう現在は、次世代の教育体制を整えておりまして、私の下に係長と主任とですね、あとユニットリーダーっていうのがおりますので、その人たちへの教育を私の方がしているという状況下なので、多分このまま継続されて、うちの施設は継続されていくと思います。でよろしいでしょうかね。はい、私はこのぐらいの質問です。Étant donné que c'est moi qui ai attiré Lise Burgade dans ce tractard, bon, je voudrais quand même dire deux choses. Je voudrais dire une première chose, c'est que d'abord j'ai travaillé avec Lise dans une vie antérieure, enfin où je n'étais pas là et tu n'étais pas là, CNSA, et nous avons travaillé concrètement sur le souci des autres auprès des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, il ne faut pas désespérer de la CNSA. Non, mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'important parce qu'on a tendance à séparer les mondes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les bons mondes d'un côté, les mauvais de l'autre. Et moi, enfin, toujours en tant qu'acteur de terrain, profondément persuadé des valeurs du CARE telles que vous venez de les définir dans les IFSI. Je pense que en fait, notre problème, c'est de trouver des alliés. Et les alliés sont possibles partout. Je veux dire, on a été les chercher dans certaines disciplines, mais c'est vrai qu'une réflexion qu'on avait souvent avec Pascal Molinier, c'était de la difficulté qu'on avait à nous défendre d'un point de vue économique. Et en fait, on en est toujours à ce point-là. Alors, par moments, je me dis, mais dans le fond, finalement, on n'en a pas à se défendre d'un point de vue économique. Enfin, comme la question revient en permanence sur le tapis, moi, je pense qu'en fait, il faut réussir à trouver aussi des alliés dans le monde des administrateurs et dans le monde de l'économie pour défendre le CARE. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Merci Alain. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le constat qu'il y a des frictions, des points de friction entre les efforts et le beau travail au quotidien et le travail des formateurs, etc., dans cette éthique du CARE, d'une part, et les logiques qui régissent l'allocation de ressources, l'autorisation de fonctionnement, l'agrément, etc., administratif, d'autre part. C'était d'ailleurs mon point de départ, le point de départ de mon intervention, que de faire ce constat que je partage donc évidemment avec vous. Et mon point de départ était bien de dire que participer à des échanges comme aujourd'hui interroge une institution sur sa façon de travailler. J'expliquais aussi dans quel contexte une institution comme la CNSA travaille avec des ministères de tutelle, des ministères des comptes en face et des rapports de force. Tu parles d'alliés. On est évidemment dans un jeu d'acteurs global avec également des groupes de pression, etc. Enfin, tout ça est bien compliqué, évidemment. Je ne dis pas ça pour dire que la CNSA n'a aucune responsabilité, etc., mais pour expliquer que on n'est pas sur une page blanche, on est dans un système institutionnel où le financement de l'accompagnement des personnes âgées est organisé, obéit à des circuits de financement, à des tuyaux, à des critères, etc. Tout ça a une certaine histoire, est inscrit dans un certain sentier de dépendance, comme on dit, path dependency. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour allouer des financements à quelque chose, c'est vrai qu'il faut qu'on le voie. Donc effectivement, le CARE est en grande partie invisible. En même temps, il déborde de partout. Je ne dis pas qu'il faut le faire rentrer dans un cadre. Je pense qu'il ne faut pas. Je ne cherche pas à... je ne suis pas partisane d'une recherche de contrainte du CARE dans un cadre néolibéral. Je m'interroge vraiment sur la forme interrogative, simplement sur la façon dont ce travail de CARE, aujourd'hui en grande partie invisible, difficile à décrire parce que complexe, très riche, etc.,
peut éviter justement d'être passé sous silence, peut au contraire être rendu visible pour se traduire derrière de manière hyper concrète. Et oui, je suis désolée, c'est pas très, c'est vrai, sexy, etc. de parler de financement, mais finalement, l'allocation de financement obéit à des critères. Les financements se dirigent vers des choses qui sont visibles, d'où ma question. Est-ce qu'on peut vraiment pas rendre visible le travail de care, le mesurer, l'objectiver? Peut-être que la réponse est non, et à ce moment-là, le système d'allocation de ressources doit chercher d'autres points d'accroche pour évoluer, pour être plus équitable et pour récompenser des pratiques intéressantes d'accompagnement sans chercher du coup à objectiver le care. Mais c'est une vraie interrogation. En tout cas, mon point de départ était aussi de dire que la CNSA, et c'est peut-être significatif, n'a pas de doctrine en matière de travail de care. On n'a pas assimilé à ce point cette notion et ces travaux, je dis la CNSA, le ministère des Affaires sociales de manière générale, au point que on l'utilise pour guider nos travaux techniques. Ça va peut-être venir. Je suis ravie que des spécialistes du care puissent considérer la CNSA comme un potentiel allié, parce qu'effectivement, comme je le disais, la CNSA est orientée par son conseil, cherche évidemment à faire progresser le secteur et la prise en charge des personnes âgées. Continuons de réfléchir ensemble sur la façon dont les travaux sur le care peuvent enrichir la réflexion d'un établissement comme la CNSA. Mais effectivement, on n'alloue pas des ressources à quelque chose qui est invisible. Donc je reste sur, je pense, la pertinence de mon questionnement initial. Voilà. Merci. Il y a d'autres interventions. Il me semble que la tension qu'on voit, elle est évidemment à des niveaux institutionnels versus pratique, mais il me semble que plein de travaux ont montré que les travailleurs même du care sont traversés par cette tension-là. J'avais envie de poser des questions à toutes les personnes qui rendaient des comptes d'expérience et au regard justement des réalités économiques, des réalités des contraintes horaires, etc. Donc cette tension que, il me semble, doit se vivre aussi dans les établissements, à moins qu'on ait trouvé des établissements rares, eh bien, elle se vit aussi en termes de conditions de travail. Et dès lors, comment, que ce soit d'un point de vue syndical ou simplement d'un point de vue des acteurs mêmes, eh bien, ils sont aussi traversés par cette dimension de tension temporelle qui, à des moments donnés, sont à l'encontre des pratiques du care. Et donc cette tension-là, on la voit évidemment d'un point de vue institutionnel, ça c'est pratique à voir, mais elle se voit aussi, et c'est d'une certaine façon une question, en tout cas dans la discussion, de rendre compte aussi de comment ça se passe, parce qu'il me semble bien qu'il doit y avoir, du point de vue des acteurs qui sont amenés à aller vers de nouvelles innovations, etc., et en même temps se disent, oui, mais regardez les conditions de travail que l'on a, quoi. Pascal. Merci de me redonner la parole. Oui, je voulais quand même dire que je trouve que le débat sur l'économique, il est hyper mal posé. Il est vraiment pas bien posé, parce que toutes les travailleuses du care sont mal payées. Ça, c'est un élément du débat. Mais à salaire constant, qu'on fasse du travail de care ou qu'on fasse du travail pas caring, ça coûte. Je suis persuadée, et je pense qu'on pourrait le montrer, et ça vaudrait la peine de le montrer d'ailleurs, que c'est pas plus cher. C'est pas plus cher de faire des crêpes ou de servir le bidon, le bidon d'omelette. C'est même moins cher, sans doute. Voilà. Et c'est beaucoup plus efficace du point de vue de la construction d'un lieu de vie, du point de vue de quelque chose qui peut être partagé avec des gens qui ont des déficits cognitifs importants, mais pas forcément des déficits sensoriels, et qui peuvent sentir l'odeur, apprécier de manger quelque chose de bon, etc., etc. Donc je ne suis pas sûre qu'on pose bien le problème de ce point de vue-là. Le coût qu'il y a à mépriser son personnel, parce que bon, moi je fais du terrain, et vous n'imaginez pas à certains moments ce qu'on rencontre en termes de mépris du personnel. C'est-à-dire de vraiment des positions, sur des positions managériales arrogantes qui font qu'on n'écoute pas la parole des gens. Moyennant quoi, les gens sont en arrêt maladie tout le temps.
d'ailleurs ce qui leur coûte à eux aussi. Donc je ne suis pas sûre, si on calculait les surcoûts d'absentéisme, hein, quand la parole des travailleuses n'est pas prise en compte, je ne suis pas sûre qu'on arrive à quelque chose qui est économiquement moins valable. Vous voyez, c'est le pour débat ça. n'est peut-être pas économique alors. Voilà. Et par ailleurs, sur la question, c'est pour parler très vite, hein, sur la question modélisation, non, on ne peut pas modéliser, je vous le redis, ce n'est pas possible. Mais on peut décrire et on peut formaliser, et c'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas arrêté de faire, ce qu'a fait Claudette Boisise en particulier, ce que je pense qu'on verra dans le film aussi. On peut tout à fait décrire et on peut tout à fait formaliser le travail de Kehr. Alors à partir de là, la question que ça pose, c'est qu'elle vous est aussi renvoyée. Alors quand je dis à vous, c'est vous les gestionnaires, vous les gens qui construisez des politiques publiques, vous les économistes, etc. C'est pas vous toutes seules. Mais voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change pour vous, ce qu'on raconte nous? Parce que la plupart du temps, ce que vous nous dites, bon, c'est bien joli tout ça, bon, mais maintenant que vous avez bien raconté vos affaires, comment vous allez faire pour rentrer dans nos boîtes? Et nous, ce qu'on vous dit, non, c'est qu'il faut changer l'emballage. Et donc ça, pour changer l'emballage, ça veut dire que vous aussi, enfin je veux dire, encore une fois, les politiques publiques, les économistes, etc. Alors, parce que il faut faire, il faut que tout le monde remette ses pratiques à l'épreuve du Kehr. Je crois que c'est aussi ça qu'apporte, par exemple, le travail de John Tronto. Alors, on peut le prendre à différents niveaux. Alain l'a pris tout à l'heure autour des différentes segmentations du processus du Kehr, où elle intègre les décideurs, mais on peut le prendre aussi autour de ce qu'elle conceptualise en termes d'éthique globale, hein, c'est-à-dire autour de responsabilités qui sont des responsabilités partielles. On a tous des responsabilités dans cette affaire-là, et on est tous amenés à recomposer nos pratiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bonjour, je voulais juste faire un témoignage. En fait, j'étais psychologue à Émilie de Roda. C'est assez étonnant parce que ma première réaction quand j'ai vu le film Le Printemps d'Émilie de Josiane, ça a été, mais vraiment, ça a été ce qui était invisible devient visible. Et je crois qu'à travers les documentaires, et même pour les soignants, c'est quelque chose de très fort. Et aussi, quand vous dites au niveau managérial, ce qu'on leur renvoie est très important, sans les féliciter en permanence. Je pense qu'il y a plein de petites choses au quotidien qui peuvent les valoriser. Je crois que c'est vraiment aussi notre travail sur le terrain, quoi. Mais je crois que c'est possible. Après, c'est pas quantifiable, mais à travers la caméra, je crois que c'est vraiment des choses très importantes. Merci, monsieur. Bonjour. Ma question, c'est que une fois qu'on a dit que c'est invisible, bien sûr, il n'est plus invisible. Il faut prendre en considération ses dimensions. Donc, la gestion doit le faire. Parce que sinon, comme vous dites, que vous n'avez pas été en contact avec la définition et tout ce qu'on avait dit ici. Donc, pour moi, c'est complètement étonnant. Parce que comment peut-on gérer quelque chose dont l'objet en soi, on les connaît mal. Donc, en faisant la gestion de cette manière, on va reproduire l'invisibilité. Elle est invisible, la gestion ne le voit pas, et moi, je continue à reproduire. C'est en faisant une réflexion, si on utilise Clisargy, c'est un double boucle. Aller dans les définitions même, c'est là où on va être capable de dire il va falloir changer notre méthode, parce qu'effectivement, ce n'est pas efficient, mais surtout, ce n'est pas efficace. À long terme, ça n'a aucun bon sens. Et on est en train de perdre d'argent. On perd d'argent d'un point de vue économique, mais aussi, on rend un service qui n'est pas nécessairement idéal, ni pour les personnes qui devraient être soignées, ni pour les gens qui font ce travail. Parce que là, ils ne vont pas avoir une cohérence entre les valeurs personnelles qu'ils ont pour l'éthique de ce travail et les services qu'ils doivent rendre aux gens. Donc, quand la gestion est capable de comprendre ça et qui ne pense pas seulement dans un cadre comptable, là, il va être capable d'avoir une gestion qui est plus saine et qui va être en plus transparente, et surtout, ça va être une gestion morale.
C'est-à-dire que les gestionnaires doivent comprendre que les gestes qu'ils posent vont avoir un effet pour changer la vie des gens, soit les gens qui donnent les services, soit les gens qui reçoivent les services. Donc, c'est une façon de penser autrement la gestion. La gestion n'a pas besoin de déshumaniser. On peut le gérer avec du respect. Oui, bien sûr. Une seconde. Et puis... merci beaucoup. Ce que je voudrais juste préciser, je n'ai pas affirmé qu'un organisme comme la CNSA ne connaît pas le travail qui est fait dans les établissements. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que une institution comme la CNSA ne conceptualise pas son action dans le cadre théorique du CARE. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas, effectivement, mais en même temps, je le dis parce que je trouve ça plus intéressant plutôt que de faire de la langue de bois. Voilà, ça n'a pas pénétré le cadre de lecture et d'analyse d'une institution. Et je renverrai peut-être à des considérations de sociologie des organisations, de sociologie administrative, d'où viennent les agents des établissements au niveau national, quels ont été leurs parcours professionnels, ont-ils travaillé sur le terrain avant d'arriver dans les institutions, est-ce que ce sont des parcours venant du terrain qui sont valorisés dans ces institutions, ou au contraire, valorise-t-on plutôt des profils de juristes, des profils effectivement qui ont des formations un peu différentes. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les personnes qui peuplent les institutions, qui y travaillent, qui peuvent être très compétentes, très pointues, etc., mais qui n'ont pas forcément eu des parcours qui commencent sur le terrain. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus. Pendant qu'on distribue le micro, je dois dire qu'il ne faut pas oublier que les 2 jours de colloque sont filmés. Alors c'est trop tard pour ceux qui ont déjà pris la parole et qui ont dit des bêtises, et qu'ils seront visibles donc, sur le site de la médiathèque de Paris Descartes, ainsi que sur celui du Mage. Hein. Donc voilà, nous sommes en boîte, et visibles par tout le monde. Et par ailleurs, mais ça ne nous concerne pas ici, le colloque est retransmis en direct. Donc comme nous sommes en direct, ça ne nous concerne pas, mais donc si demain vous voulez être ailleurs et ici en même temps, eh bien, par streaming, sur Paris Descartes, vous pouvez aussi assister, être présent tout en étant un peu absent. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole là. Autant distribuer la parole là, à côté, la dame avec des lunettes. Laura Mar, chercheur au Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique. Ma question est pour Monsieur Pachoel, pour lui demander s'il n'a pas omis de nous indiquer un ingrédient nécessaire pour arriver à faire travailler un accompagnateur pour 12 personnes, une telle réussite, si je me souviens bien, en les formant uniquement 6 mois. Donc je voudrais savoir sur quoi repose une telle efficacité d'organisation, comparativement aux moyens qui seraient mis en place en France pour arriver au même résultat. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Non plus j'ai un doute, je ne suis pas coiffé, tout ça. Ok. Talvez eu não tenha conseguido me expressar de uma maneira boa, até pelo tempo que me deram. Né? De forma nenhuma, a formação dos acompanhantes dura 6 meses. Né? O que se exige do acompanhante é que ele tenha um nível fundamental de escolaridade. Nós temos pessoas que têm de saber ler e escrever e que consigam discernir a respeito de receitas, condutas e também entender as orientações que a equipe faz. Bom, o treinamento é constante. Enquanto o trabalhador, o acompanhante, está vinculado, é contratado pelo programa, o treinamento é constante em serviço. Isto é, além da capacitação inicial,
que dura em média 36 horas, aquela inicial, quando ele chega, antes de começar a trabalhar, ele tem capacitações periódicas, com reuniões, com palestras, inclusive em cima de assuntos que eles mesmos levantam. Eu tenho aqui uma pessoa com Alzheimer, não sei cuidar. Além disto, a cada semana, eles têm discussão de cada caso. Então, todos os casos que ele atende, ele tem o suporte do enfermeiro, do médico e do assistente social para discutir o que ele faz e como faz. Então, há, além disso, uma reunião de todos da equipe semanal em que estas questões que são pertinentes a outros trabalhadores também, elas são discutidas. Então, na verdade, a formação em serviço dura enquanto o acompanhante está no serviço. Não sei se eu fui claro. Merci. Il y avait... Là, il y a une ou deux questions là-bas. Bonjour, Cécile Furstenberg. En fait, je suis infirmière. J'ai travaillé longtemps en gériatrie, donc en milieu hospitalier, en SIAD et en HAD, spécialisée plus particulièrement en soins palliatifs. Et donc, j'ai suivi une formation en master éthique à l'espace éthique de la PHP. Et alors, en fait, tout ce que vous soulevez là, je trouve ça très intéressant, mais c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain depuis longtemps, qui est toujours présent, je pense, et qui est très préoccupant. Et je pense que le monde de l'économie a vraiment besoin de se poser les vraies questions. Je crois tout à fait qu'il est très possible et tout à fait justifiable de montrer qu'économiquement, la position de l'éthique du care est plus rentable qu'une économie, qu'une politique qui favorise une technologie à l'outrance, surtout en gériatrie. Je vais vous donner des exemples tout simples. En milieu hospitalier, le système de tarification à l'activité a favorisé des multiplications d'examens sans que le consentement soit correctement demandé déjà aux patients, parce que les troubles cognitifs le favorisaient, des multiplications de perfs sous-cutes qui auraient pu être évitées si une aide-soignante était présente là pour donner le verre d'eau à madame. Le nombre de stupéfiants la nuit qui était donné parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas d'aide-soignante qui arriverait le soir pour aider pour l'échange et qu'il fallait que tout le monde se tienne tranquille. Ce sont des réalités au quotidien qui ont été dénoncées. Certaines soignantes sont parties de ces milieux-là. C'est pas sans raison. Ceux qui sont restés ont voulu rester pour diverses raisons, pour soutenir le milieu. C'est grave. Je pense que dans notre monde dit civilisé, il y a des choses qui se passent qui sont graves. Le manque de collégialité, surtout dans les contextes où le monde médical est un peu protégé en milieu institutionnel parce que les personnes ont perdu leur capacité de s'exprimer ou qu'il faut plus de temps pour leur demander leur avis et adapter les décisions médicales en fonction. Le nombre de personnes âgées qui s'est retrouvé je ne sais combien de jours en réanimation, décédées en réanimation alors que ce n'était pas leur souhait, alors qu'elles avaient déjà un âge très avancé, avec une pathologie très avancée, et pour lequel il n'a pas été mis en place de réflexion suffisante pour éviter cela. Les coûts surrogatoires d'hospitalisation en réanimation ne sont pas anodins. Ce n'est certes pas facile de décider. Il y a des situations extrêmes où des personnes ont pu être sauvées dans des décisions comme ça complexes. Mais de nombreuses décisions ne sont pas de l'ordre de l'urgence. Et c'est une grosse problématique qui peut être justifiée seulement
il n'y a pas cette volonté de vouloir vraiment la justifier. Allez rechercher à l'espace éthique tous les travaux qui ont été rédigés par des infirmiers qui sont mécontents, par des médecins qui sont mécontents, qui ont envie de réfléchir, mais ils n'arrivent pas ou très peu à réinsérer cette réflexion dans le lieu même du travail, qui serait le minimum nécessaire. Voilà.